Sur ChatGPT, il y a une anecdote d'Alain Damasio qui a demandé à ChatGPT, il lui a dit imagine que tu es Alain Damasio et que tu veuilles écrire un roman sur l'eau. Et il a dit qu'il était en fait assez impressionné par le résultat, que vraiment c'était un scénario tout à fait pertinent, acceptable. Et là il s'est dit voilà en fait tout ce que je ne dois pas faire. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Marjorie Paillon. Et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 8. La science-fiction et l'IA. Bonjour et bienvenue pour cet épisode exceptionnel de Changement d'époque en cours. Exceptionnel parce que nous sommes en direct de la Gaîté Lyrique au cœur de Paris pour le Paris Podcast Festival. Et on est très excités de démarrer cet épisode. Je suis accompagné comme d'habitude de Marjorie Paillon. Salut Marjorie. Hello Laurent, et aujourd'hui on a ouvert les portes en effet de Changement d'époque en cours pour accueillir Aline Borthoven. Aline, tu présentes, tu animes le podcast Sur le fil, évidemment. Tu parles de science-fiction, tu parles aussi de ta passion du cinéma. Et on va y revenir avec toi. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Et puis, comme évidemment, on parle d'IA, évidemment, on a aussi envie de parler avec un scénariste et entrepreneur qui a mis au point un outil très particulier pour stimuler la créativité de celles et ceux qui défendent justement ces films, ces contenus et la science-fiction. David Effendi. Hello David. Bonjour. L'outil s'appelle Génario, on va y revenir dans un instant, mais d'abord on avait envie de revenir avec vous sur le genre même de la sci-fi. Quand on parle science-fiction, on parle de quoi ? Évidemment, il y a beaucoup de titres qui nous viennent en tête. On peut parler de littérature avec Frankenstein, on peut parler évidemment aussi de Matrix, 2001 Odyssée de l'espace ou encore Terminator. David, you'll be back. Ah, c'est le présent. Ils ont tout compris. Enfin, je veux dire, il faut lire toutes les œuvres de science-fiction. Tu parles de Mary Shelley, Frankenstein, jusqu'à Matrix, évidemment, maintenant, tout ce qui arrive d'Alain Damasio, dont on va parler Aline. Ils ont compris le présent, et c'est plus du tout le futur. C'était de l'anticipation pendant très longtemps, mais maintenant, c'est le présent. Et c'est pour ça qu'il faut les relire. Et à l'école, on devrait faire ça, en même temps que Flaubert, au Maupassant. On devrait lire de la science-fiction à nos enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour qu'ils puissent comprendre le présent. Et ça devient nécessaire et urgent. Aline, pour toi aussi, la science-fiction, c'est une cartographie du présent. Oui, tout à fait. Pour moi, la science-fiction parle avant tout du présent et elle a aussi pour fonction d'alerter en fait sur les dangers potentiels et notamment des nouvelles technologies. Et elle a un rôle aussi de catharsis dans le sens où elle reflète les peurs liées à une époque. Et ces peurs en fait évoluent en fonction des époques. Pour tout ce qui est technologie, justement, 19e siècle, début du 20e, c'était la peur des progrès techniques et de la place de l'homme dans tout ça. Après, dans les années 80-90, avec le mouvement cyberpunk, là, c'était plus la peur que les multinationales s'approprient justement les IA et contrôlent nos vies. Aujourd'hui, on retrouve effectivement cet aspect-là avec un auteur comme Damasio qui va être assez technocritique et il dit que l'IA est partout dans nos vies et que petit à petit on risque d'être aussi dépossédé de nos savoirs et de notre liberté. Donc oui, pour moi la science-fiction parle d'aujourd'hui. Mais cette notion de peur, elle est hyper centrale dans la manière dont l'IA est représentée dans la science-fiction. C'est ça qui est hyper intéressant. Nous, on est passionnés d'IA, on trouve que c'est hyper enthousiasmant, que ça va apporter plein de choses génial, on en reparlera sûrement un peu plus tard, mais l'IA dans la SF, c'est d'abord un gros motif de peur, d'anxiété, d'angoisse. C'est l'IA qui va nous détruire. Et d'ailleurs, preneur de votre avis là-dessus, dans Frankenstein, tout est là en fait. L'ego démiurgique de l'homme qui recrée de la vie, et puis la créature qui lui échappe et qui le menace. L'IA, c'est une menace dans la SF. Aline. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'œuvres effectivement où l'IA est présentée comme une menace. Et d'ailleurs, par rapport à Frankenstein, en fait, on appelle ça aujourd'hui le complexe de Frankenstein, où en fait c'est la crainte que la créature se rebelle contre son créateur. Et c'est vrai que énormément d'œuvres de la SF parlent de ça. Donc je sais pas si on s'attarde sur quelques œuvres, mais il y a une œuvre emblématique celles qui sont fondamentales pour toi en tout cas.
Pour moi, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, forcément, où il y a HAL 9000, qui est le nom du système informatique embarqué à bord du vaisseau spatial. Et un jour, il dysfonctionne, il y a un bug, et les 2 astronautes qui sont à bord se demandent s'il faut le déconnecter, déconnecter ses fonctions intellectuelles supérieures. Et HAL, en fait, les espionner, et face à cette menace, il va décider d'éliminer purement et simplement les astronautes. Donc ça, c'est un film emblématique. Après, on a parlé de tout ce qui est guerre entre les machines, les robots et les êtres humains. Donc là, on a Terminator. Je sais pas si on raconte un petit peu, si on fait. On peut spoiler Terminator. On peut spoiler Terminator. Je connais pas. C'est quoi? Ça se passe dans le futur. Il y a une guerre entre les machines qui sont en fait contrôlées par Skynet, qui est un système informatique dirigé par une IA, et ce qui reste de l'humanité après une guerre nucléaire. Et donc les humains sont sur le point de gagner. Et donc Skynet en fait envoie dans le passé, en 1984, un Terminator, donc un robot, donc c'est Arnold Schwarzenegger, pour en fait tuer le meneur de la résistance humaine, John Connor, pour tuer sa mère. Sarah Connor, qui Sarah devrait Connor. enfanter le futur leader de cette révolution humaine. C'est ça. Et en réaction, en fait, la résistance humaine envoie également un homme dans le passé pour protéger Sarah Connor. Alors, il y a des choses. James Cameron a rejoint Stability IA, qui crée des vidéos en IA. Donc, il a changé de bord, apparemment. Et puis, deuxièmement, la peur, on le vit depuis... James Cameron, qui réalisait Terminator à l'époque. Ouais, qui a réalisé Terminator à l'époque. Donc, apparemment, il peut aussi être plus nuancé. Et deuxième chose, la peur, depuis l'Apocalypse de Saint Jean et toutes les grandes religions, la peur, les prêtres l'ont utilisée pour manipuler les gens. Donc la peur, c'est pas la science-fiction par rapport à l'IA, c'est déjà toutes les religions, toutes les choses ont parlé de la peur en général. Donc c'est pas du tout l'IA qui fait peur, c'est la vie qui fait peur. Et c'est beaucoup plus, faut mettre en contexte, toutes les religions ont parlé de la fin du monde qui approchait. Et il n'y avait pas l'IA. Je fais appel au scénariste qui se cache derrière cette casquette, car vous ne pouvez pas le voir, mais David Effendi a une casquette absolument fabuleuse à la Peaky Blinders. Mais surtout, ça veut dire quoi? Que la peur, c'est un ressort scénaristique absolument fabuleux. Bah, c'est la base. C'est la base d'une belle histoire. On raconte une bonne histoire quand on a peur, c'est l'élément déclencheur. Dans les schémas narratifs d'une bonne histoire, ça commence par une situation initiale tranquille, un paradis, et tout de suite, le péché originel, la peur, l'élément perturbateur, le serpent qui vient et qui déclenche l'histoire. Donc toute histoire, qu'elle soit religieuse, littéraire, cinématographique, est basée sur la peur. Donc ça n'a rien à voir avec l'IA, c'est basé sur comment raconter une histoire. Le problème, c'est que dans nos histoires d'intelligence artificielle, si je suis ton parallèle et ta métaphore, ça veut dire que Dieu, ça reste l'humain, mais que Ève, en l'occurrence, c'est l'IA. Alors, là, tu fais un truc super là-dessus. La méchante femme qui va nous amener le péché, la pécheresse est là. Et la pécheresse ultime en IA, c'est Ada Lovelace, qui est méconnue, qui est la génie absolue de l'IA, qui est la grande pécheresse. Son père, Lord Byron, un romantique, anti-machine, qui était avec Mary Shelley quand elle écrit Frankenstein, hein, et anti-machine, qui avait abandonné sa fille et qui faisait de l'inceste avec sa sœur, se demandait comment on allait pouvoir, qu'est-ce qu'on allait léguer aux générations futures. Donc il détruisait les machines. Il avait abandonné sa fille, la pécheresse, la méchante. C'est elle qui avait raison. Et bien évidemment, le romantisme, celui qui a peur des machines, c'est lui qui avait tort. Et c'est elle qui aimait les machines, c'est elle qui avait raison. Aline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, par la science-fiction, on pourrait avoir aussi, finalement, un changement pour réduire les biais genrés qui sont inhérents à l'intelligence artificielle parce que la technologie est développée plutôt par des hommes que par des femmes. Est-ce qu'on pourrait avoir un rééquilibrage par l'écriture, par la création en sci-fi de ce que peut être l'IA en matière de genre aujourd'hui? Alors effectivement, il faudrait que la science-fiction s'empare de ça. Malheureusement, quand on regarde en fait les histoires d'IA dans la science-fiction, elles sont autant genrées que dans la réalité. Effectivement, dans la réalité, on a quand même des IA qui sont très genrées. Par exemple, tout ce qui est assistants vocaux, Siri, déjà c'est des prénoms de femmes, donc Siri, Alexa, Cortana. Par défaut, ce sont des voix de femmes.
et c'est des IA pour assistantes. Donc on perpétue en fait les stéréotypes un peu de genre, comme quoi les femmes seraient plus douces, plus maternelles, plus réconfortantes. Alors que la voix de HAL, le super ordinateur super intelligent de 2001, c'est une voix masculine. Oui, et puis dans la réalité aussi, en fait, les IA qui sont dans les domaines militaires ou de la finance, dès qu'une IA doit prendre des décisions ou se montrer un peu motivant, en fait, on considère que le masculin est plus compétent. Donc il y a en fait ces biais-là qui existent dans la réalité, parce qu'effectivement, à 80%, c'est des hommes qui sont dans ce monde-là et qui créent les algorithmes. Et malheureusement, dans la science-fiction, on retrouve aussi, il y a une étude qui a montré que sur 120 œuvres, en fait, il y a 90% des créateurs d'IA dans la fiction qui étaient des hommes, et avec des stéréotypes, soit des grands PDG de multinationales ou dans l'armée, ou alors le fantasme, je pense, très masculin, qui est de créer en fait une femme idéale. Et donc là, il y a beaucoup d'exemples, que ça soit dans la littérature même du 19e siècle, avec Villiers de l'Isle-Adam, qui a écrit un roman très misogyne qui s'appelle L'Ève future. Et après, il y a ce mythe de la génoïde, c'est-à-dire l'androïde au féminin, qu'on retrouve aussi dans Métropolis de Fritz Lang, qui est quand même un double maléfique en fait de la femme douce et bienveillante. Et un film que j'aime beaucoup, un film très féministe qui s'appelle Les femmes de Stepford, qui est sorti dans les années 70. Où on suit, je raconte vite fait, Johanna, qui est une militante féministe qui s'installe en fait avec son mari et ses enfants en banlieue américaine, et elle est étonnée de voir que toutes ses voisines en fait sont habillées comme dans les années 50. Elles adorent faire le ménage, elles adorent faire la cuisine. Et les hommes, eux, en fait, ont un boys club où ils prennent toutes les décisions concernant la vie locale. C'est pas très science-fiction, ça, si je peux me permettre. C'est pas très science-fiction, oui. Ça me rappelle. Mais là, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'elle se rend compte, je vais spoiler en fait, mais que ces hommes en fait remplacent leur épouse par des robots qui leur ressemblent. Donc ils rêvent de femmes, voilà, soumises et dociles. Ce qui me fait aussi penser à un scénario d'une série que David connaît par cœur, qui s'appelle Real Humans, et qui aussi, mais a essayé de transfigurer un peu le genre en mettant quand même un peu aussi de masculin à la place du féminin et inversement. Est-ce que ça veut dire, pour conclure sur cette partie, que l'IA l'emporte sur le féminin? Moi, je pense que ces débats entre hommes et femmes vont être complètement obsolètes. C'est fini. On n'est plus avec les IA. C'est l'arrivée d'une nouvelle espèce. C'est le singe qui voit apparaître l'homme. Nous, on voit apparaître une nouvelle espèce, et elle est ni masculin, ni féminin, ni animal, ni homme, ni machine. Il y a quelque chose de fondamentalement nouveau, et c'est cette disruption qui nous fait peur et qui nous fascine. Et c'est au-delà du féminisme. Alors Donna Haraway en a parlé très bien dans le début des années 80-90. Évidemment, il y a de la misogynie en science-fiction, mais il y en a partout, de la misogynie, il y en a partout, en polar, en politique. Maintenant, les femmes s'emparent du sujet. Je pense que les mathématiques vont être importantes pour les femmes pour s'emparer du pouvoir, parce que les mots font partie du Moyen-Âge et des religions. Les mots n'ont aucune emprise sur le réel. C'est les mathématiques qui ont de l'emprise sur le réel. Donc il faut que les femmes se mettent aux mathématiques dès l'enfance, et ça commence là en fait le problème de ça, mais qu'une fois passé ces problèmes éducatifs qui va être transitoire, oui, on voit apparaître quelque chose qui est non genré, qui est l'apparition d'une nouvelle espèce dont on se demande à quoi elle va ressembler, mais qu'on ne comprendra pas. Mais c'est hyper intéressant ce que tu décris, l'apparition d'une nouvelle espèce, parce que Aline, j'aimerais ton avis, dans les œuvres qu'on a citées, on a représenté l'IA d'abord, une intelligence artificielle ou extérieure, d'abord dans Frankenstein comme un élément biologique, des morceaux de cadavres associés qui touchent le divin avec l'éclair et prend vie. Et puis ensuite on a représenté l'IA comme humanoïde dans des robots, et puis il y a HAL, une IA sans corps, sans corporéité, qui est présente à la fois partout et nulle part. Donc l'IA aujourd'hui, c'est quoi? C'est une nouvelle espèce? On est les singes, ou il y a encore une forme d'humanité dans ces technologies qui arrivent?
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord en fait sur le côté nouvelle espèce non genrée, parce qu'effectivement, c'est ce qui devrait être. L'IA devrait être genrée, mais je pense que tant qu'il y aura des biais dans la société de genre et des stéréotypes de genre, finalement, ce ne sont que les hommes qui créent les IA. Et aujourd'hui, force est de constater que qu'en fait, on n'arrive pas à créer des IA non genrées. Par exemple, il y a des chercheurs danois en 2019, je crois, qui ont mis en point une IA qui s'appelle Q, qui n'est ni, non genrée. Et ils ont essayé de trouver une voix qui ne soit ni féminine ni masculine en fonction des hertz. Et en fait, ça n'a pas marché parce que aussi les gens ne sont pas prêts à ça. Et c'est une question d'argent, c'est-à-dire que simplement ils estiment que les consommateurs ont besoin de catégoriser et ont besoin en fait, de penser en binaire en fait, parce que même les objets inanimés chez nous dans la langue française ont un genre. Et je pense que tant que effectivement, alors ça c'est tout un travail à faire de la société, comme tu dis, l'éducation, la langue française aussi qui est très genrée. Et je pense que tant que les gens ne seront pas prêts, je pense que c'est pas les multinationales qui vont créer des IA non genrées. Je rappelle qu'on dit la mathématique, en l'occurrence. L'exemple de Q, Aline, il est particulièrement intéressant parce que une des raisons, et tu le disais, pour lesquelles finalement on a eu du mal à s'identifier à Q, c'est que cette voix qui n'était ni féminine ni masculine ne permettait pas de pouvoir, encore une fois, trouver un écho humain dans la façon dont on pouvait avoir un rapport à elle. Or, que nous dit Isaac Asimov, auteur de science-fiction parmi les auteurs de science-fiction? Il définit, non seulement dans ses romans, la façon dont on peut cohabiter avec des robots, fussent-ils humanoïdes, mais surtout il définit les lois de la robotique. Attention au hasard, Laurent. 3 lois de la robotique. Je les connais par cœur de tête sans trucage. Loi 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi 2, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Loi 3, de tête toujours, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Bon. Génie absolu, ça a irrigué tout le XXe siècle jusqu'à nos jours. Est-ce qu'on a dépassé Asimov ou est-ce qu'on est toujours en train de décrire des histoires qui tournent autour des lois d'Asimov? Asimov, il reste humain et nous, on est humains, donc il fait des lois humaines. C'est pas des lois de robots, c'est des lois humaines. Et en fait, c'est un humanisme technologique. Mais les IA, en fait, elles s'en foutent. Elles sont déjà en train de réfléchir, de discuter, de faire des choses et qui nous dépassent. Elles sont plus intelligentes que nous. On n'a pas besoin d'attendre l'IA générale. Asimov, il a construit les 10 commandements, mais au sens noble du terme, pour le coup, je parlerai là au sens noble du terme, les 10 commandements de l'humanisme technologique, qui c'est indépassable. C'est indépassable, parce qu'il a écrit avec Philippe K. Dick. C'est les deux grands génies pour moi, de la science-fiction. Aline. Oui, tout à fait. Asimov, en fait, il en avait assez de ce complexe de Frankenstein, donc il voulait imaginer des relations entre humains et machines régulées par des lois, et qui voulait universelles. D'ailleurs, petite anecdote, en fait, quand il a assisté à la projection de 2001, l'Odyssée de l'espace, il a quitté la salle parce que justement, HAL 9000 contrevenait à la loi numéro 1 en essayant de tuer les astronautes. Mais après, donc il a écrit tout un cycle des robots justement qui mettaient en fait, il montrait en fait le conflit et les contradictions que pouvaient avoir ces lois entre elles. Donc je pense que c'est des lois effectivement là on a un bon exemple en fait de quelque chose qui vient de la SF et qui a irrigué comme ça le monde scientifique, le monde de la recherche. Après, je pense que c'est peut-être un peu dépassé. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans ces lois d'Asimov, c'est qu'il y a une réciprocité en l'occurrence. Un robot ne doit pas faire du mal à son créateur, mais son créateur ne doit pas faire du mal au robot. Il y a donc aussi le fait de se dire qu'il y a cette interaction qui peut sembler parfois... Allez, on va pas se mentir, on peut faire de l'anthropomorphisme par rapport à ces robots humanoïdes, mais il y a l'instauration de cette clause de réciprocité sur le fait d'avoir un bien-être robotique, si j'ose dire. Il faut dire s'il vous plaît à ChatGPT quand on lui pose une question.
Oui, mais ça c'est très intéressant cette question-là parce que c'est comme dans la série Will Humans justement où c'est une question éthique et morale qui se pose, c'est-à-dire est-ce que on est en face d'une IA qui nous ressemble. On sait aujourd'hui les IA en tout cas dans la réalité n'ont pas de conscience, mais est-ce qu'on peut se comporter n'importe comment avec elles juste parce que ce sont des robots? Et c'est une question intéressante et justement. Elle est fondamentale. Et d'ailleurs, ça pose la question, je vois tout le temps, on serait sûr, non, mais l'IA est un outil. Mais non, l'IA, c'est pas un outil. Intéressant. Non, mais ça contrevient à ce que dingue. disait Raphaël Enthoven dans le premier épisode de la saison de Changement d'époque en cours. Oui, mais Raphaël Enthoven, il est bien gentil, mais il est très 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 gentil, mais il a rien compris à l'IA, rien du tout. Je veux dire, il fait sa dissertation pendant 2 heures, il a 20, il laisse ChatGPT pendant 20 secondes avoir 12, et il dit qu'il est supérieur à ChatGPT. Enfin, je sais pas si c'est de l'escroquerie ou de la naïveté, mais en tout cas, c'est quelque chose de, il a rien compris du tout à ce que c'était que l'IA. Et en même temps, c'est étrange dans son rapport à l'IA, non, mais c'est qu'un outil, donc c'est quand même bien. Mais c'est quand même stupide, Ça veut dire quoi concrètement que sur la courbe de croissance des intelligences artificielles, je les mets toujours au pluriel, que tu es en train de décrire, on en est où concrètement? On en est encore au stade de l'enfance, à l'adolescence, ou on est bientôt passé au mode adulte? Là, c'est la vraie question. 100 milliards. J'avoue, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on a dépassé le point de singularité, que c'est déjà fait. Quand je suis avec mes ingénieurs et quand ils me parlent de l'IA, ils ne comprennent plus. Donc déjà, il y a un langage, comme le singe ne comprend pas le langage humain. Donc peut-être le point de singularité est déjà derrière nous, ou peut-être il est devant nous. Mais je le vois pas comme une apocalypse biblique avec la fin du monde, Terminator, 2001 Odyssée de l'espace, qui sont très bibliques en fait, on ramène des trucs de l'ancien monde, l'apocalypse arrive. Non, c'est peut-être pas grave. Rien va changer, peut-être. Tout va continuer comme ça. Je sais pas, mais j'hésite. Des fois, j'oscille, je change d'avis. Ça dépend des... Ça veut dire quoi aussi? Que Skynet, finalement, en transcription science-fiction, c'est l'IA générale, cette fameuse intelligence artificielle qui aurait valeur ou qui serait à la hauteur du développement d'un cerveau humain? Skynet, c'est le prêtre de l'église du IIIe siècle qui imagine l'apocalypse. Mais c'est rien à voir avec l'IA. Rien à voir. Il projette des peurs bibliques sur des technologies qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Skynet, Terminator, c'est sympa, ça fait du buzz parce que c'est la fin du monde. Ça plaît aux républicains américains, ça plaît beaucoup à la frange la plus réactionnaire des gens. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. On voit dans la science-fiction, on voit ça beaucoup aussi en ce moment. Le grand remplacement. Zemmour adore ça. Les femmes nous ont remplacés, les Arabes nous ont remplacés, puis c'est les machines qui vont nous remplacer. Un discours toxique et réactionnaire sur le grand remplacement. Et un discours qui marche à fond. La peur de l'arabe, la peur de la femme, la peur des machines. Ça permet à un discours populiste d'émerger et d'être immensément puissant. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne à un moment un peu plus calme où l'IA est à la fois partout, mais elle n'est le sujet d'aucune histoire. Et ça me paraît être un élément hyper intéressant dans les grands univers de SF, notamment d'après-guerre, le futurisme, où en fait, pour décrire un vaisseau spatial, pour décrire des comportements du quotidien, les auteurs mettent de l'IA, mettent des systèmes intelligents tiers partout, sans que ce soit le motif principal. L'IA est partout. Est-ce que l'IA, c'est pas aussi un peu une facilité scénaristique? Est-ce qu'on se dit pas, tiens, comment imaginer ce comportement? J'ai qu'à me dire que un assistant, un hologramme 3D assistant va arriver et va résoudre une tâche. Comment vous voyez ça? C'est le serial killer. Dans les polars, on a le serial killer. Dans la SF, ils ont l'IA. C'est pratique. C'est le grand méchant. On a toujours besoin dans une belle histoire d'avoir un grand méchant. Donc l'IA est devenue l'incarnation du serial killer dans les polars ou du grand méchant loup dans les contes de fées. Et c'est une facilité storytelling qui est géniale et que j'adore moi aussi. Mais après, l'IA n'est pas toujours méchante non plus dans toutes les œuvres de science-fiction. Il y a et effectivement, comme tu dis, parfois elle est juste là en fond d'histoire sans que ça soit le sujet principal. Et il y a beaucoup d'œuvres aussi où l'homme continue à entre guillemets contrôler l'IA et où ils cohabitent comme dans Alien, voilà. Et d'autres exemples, effectivement, il y a les gentils robots dans Star Wars. Parfois, l'IA est même amicale et sauve l'humanité. Il y a Jules Verne qu'on oublie.
Oui, après l'IA aussi, ça peut être une métaphore pour effectivement l'altérité, le rejet de la différence. Et aujourd'hui, il y a quand même une vague aussi de SF positive, queer notamment, qui imagine des univers beaucoup plus égalitaires ou non genrés justement, où l'homme, l'IA, les robots cohabitent ensemble. Voilà. Et du coup, ça reste quand même un ressort scénaristique intéressant ou pas? Bah, si t'as pas de méchant, tu peux pas faire d'histoire. Hein. Il y aura d'autres méchants. Ça sera pas l'IA. Méchant. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui peut être plus méchant que l'IA? L'homme. Oui. Je pense que Bien l'homme, joué. l'humanisme, enfin, je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé au XXe siècle, d'être fier d'être un homme et de parler d'humanisme après les camps de concentration, la Shoah, la bombe atomique, les guerres, enfin, de croire qu'on est l'aboutissement de l'espèce, l'aboutissement des espèces, c'est quand même faire preuve d'une immense prétention et de continuer à se dire humaniste en disant nous sommes humanistes parce que l'homme est l'aboutissement, c'est ne pas avoir lu Darwin, déjà, c'est ne pas avoir lu Galilée et c'est ne pas avoir lu Alan Turing. Alors c'est des complexes terribles pour nous, mais l'homme, c'est pas l'aboutissement, c'est une étape, c'est pas grave, il y aura d'autres choses qui vont être créées. Et puis il y a, je pense à la série Battlestar Galactica aussi, qui est super. Et donc il y a eu une guerre entre les machines et les humains. Les machines, c'est les Cylons. Et donc il y a l'ancien modèle qui ressemble vraiment à un robot, et le nouveau modèle qui ressemble totalement à l'homme, à tel point on ne sait plus qui est homme, qui est machine. Donc il y a une espèce de paranoïa qui s'installe. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces Cylons sont capables de sentiments, d'aimer, et on se demande en fait la question principale, je pense avec l'IA, c'est qu'est-ce qui fonde notre humanité, parce que en fait les Cylons dans Battlestar Galactica parfois sont plus humaines que les humains eux-mêmes. Et effectivement, je pense que le grand méchant, ça sera toujours l'homme avec un grand H ou avec un petit H, ça. David, on a parlé de peur, de menaces, on a parlé de s'engueuler, et moi, avec vous deux, à la fin, je voudrais qu'on parle d'amour un petit peu. Parce que il y a des relations qui se nouent dans nombre d'histoires de science-fiction entre un être humain et une technologie. Alors évidemment, ça s'est matérialisé dans les assistants. Je pense évidemment au film Her. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une IA, Aline? Jusqu'où on peut aller dans la relation avec une IA? C'est un motif narratif très important dans la science-fiction. Alors peut-être un peu plus récente. Oui, comme tu l'as dit, effectivement, je pense que le film Her marque un peu cette période 2013. Et là, je trouve qu'on a un bel exemple, en fait, de l'effet miroir entre la science-fiction et la réalité, parce que moins de 10 ans après, on a ChatGPT et l'application de 2017, je crois, Replica, qui est une application entre guillemets de rencontre où on peut avoir une relation amicale ou amoureuse avec une IA. Donc on la façonne, on façonne son avatar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on discute avec elle, en fait, l'IA s'adapte et se conforme à nos attentes. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que l'amour, c'est d'avoir un être idéal, entre guillemets, qui se conforme qui est d'accord avec tout ce qu'on dit et qui n'est jamais dans la contradiction? Moi, personnellement, je pense pas. Après, c'est plus une question philosophique. Est-ce qu'on peut être amoureux d'une IA? Oui, il y a des gens qui tombent amoureux aujourd'hui d'une IA. Est-ce que c'est vraiment de l'amour quand il n'y a pas de réciprocité? En tout cas, je pense pas. La question aussi, c'est est-ce que une IA peut tomber amoureuse? Enfin, ça c'est plus une question de fiction que de réalité pour l'instant. Mais on commence à voir des dérives. Effectivement, en mars 2023, il y a un père de famille belge qui s'est suicidé après avoir discuté en fait avec une IA. Il était éco-anxieux, il avait des tendances suicidaires, et l'IA, comme elle est jamais dans la contradiction, l'a un peu incité, et sa femme a retrouvé des phrases du style nous vivrons ensemble au paradis comme une seule et même personne. Et moi, je trouve ça un peu flippant. Et quand on parle de régulation, justement, je pense que il y a la protection aussi des personnes, la protection des données, de ce qui peut être écrit. Voilà. Et est-ce que David, tu penses que par exemple le film Her, pour prendre celui-là, est-ce que c'est un film qui nous a qui a participé d'une forme d'éducation à cette question-là du grand public, ou est-ce qu'à l'inverse ça a diffusé l'idée que c'était ok d'avoir ce type de relation? Tu penses que ça a plutôt servi la cause ou desservi la cause? Pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu. Pour
moi, de tous les films qu'il y a sur l'IA, c'est le chef-d'œuvre absolu. Parce que l'histoire d'amour entre l'homme et la machine donne naissance à l'IA. Et donc, c'est l'histoire d'amour, elle va pas sans reproduction des espèces. Enfin, je veux dire, l'amour, c'est Schopenhauer, un grand philosophe, disait que l'amour, c'était une illusion de l'espèce pour pouvoir se reproduire. Et que c'était, alors c'est un peu cynique, hein, c'est horrible, mais si on passe ça sur Heure, il y a une histoire d'amour entre un homme et une machine et on donne naissance à une IA. Et c'est beau, mais en même temps c'est complexe. Parce que lui, il dit à un moment donné, je t'aime, elle lui dit, moi aussi je t'aime, mais j'aime 1 450 000 personnes aussi. Bon. Et donc ça pose la question de la fidélité, ça pose la question de l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour, et je pense qu'il y a ça a servi, au contraire de 2001 Odyssée de l'espace, qui est totalement anxiogène, ça a servi à apprécier l'IA d'une manière anthropomorphique. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir les chats GPT et les outils d'IA. Faut être hyper anthropomorphique avec elles. C'est pas des outils. Il faut projeter nos propres projections sur ça pour pouvoir les apprivoiser. Parce que en projetant nos propres angoisses, nos peurs, le type, je pense qu'il n'avait pas besoin d'une IA pour se suicider, c'était une IA ou n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être la télé. C'est comme les gamins qui font des massacres aux États-Unis. On dit c'est la faute aux jeux vidéo. Ouais, ils ont qu'à interdire les armes. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Non, mais c'est vrai. Par exemple, on a une génération d'internautes qui tapent dans le chat GPT comme ils tapent dans Google, c'est-à-dire des séries de mots-clés. Et il y a une petite résistance au fait de parler en langage naturel les premières fois où on utilise les nouvelles générations de LLM. Donc toi, tu vas dans ce sens. Tu dis, parlons-leur normalement, comportons-nous quasiment... Comme si c'était des humains en face. Il faut se comporter comme ça avec les IA. Tout en sachant que ce ne sont pas des humains. Qu'est-ce qui définit l'humain? C'est l'empathie, c'est la conscience. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel, on a des IA quand même assez faibles pour le moment. Je suis pas d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des tests aujourd'hui qui existent comme des tests de Turing? Oui. En médecine, les IA sont 10 fois plus empathiques que les médecins. Ils ont fait des tests de Turing avec des gens qui allaient voir le médecin, les psychologues. Il y a des tests qui existent. Les humains préféraient parler avec les IA. Parce qu'elles sont beaucoup plus empathiques. Le médecin, il t'écoute un quart d'heure, il te fait même pas le coup, il prend son chèque, allez, salut. Puis ça, c'est pas de l'empathie. C'est de la simulation de l'empathie. Est-ce qu'on vit pas dans une simulation? On a un excellent, Sors de cette matrice tout de suite, mais enfin. On a un excellent épisode sur l'IA et la santé que je vous invite à aller écouter, qui est déjà dans le feed de Changement d'époque en cours. Donc, se comporter comme des humains avec l'IA, en tout cas à minima, c'est une ressource fictionnelle sans fin. Ça laisse entrevoir un avenir pour la science-fiction et l'IA dans la SF qui a l'air plutôt bien orienté. Il y a une série tirée d'un film, Westworld, en fait, qui parle un peu de ça, où la question c'est est-ce qu'on peut satisfaire ses plus bas instincts parce que on est en face de machines, ou est-ce que, encore une fois, pour des raisons éthiques et morales, il faut D'ailleurs, dans Westworld, ce qui est génial, c'est l'émergence de la conscience dans les machines, qui prennent conscience d'elles-mêmes, et la fille consciente qu'elle est violée 40 000 fois par an par des connards d'humains qui viennent s'amuser dans un parc d'attractions, et elle prend conscience d'elle-même et elle va justement se venger. Alors, ce qui est beau, moi, je trouve, dans l'IA, dans la fiction, c'est justement quand elle s'émancipe. Et je voulais juste parler d'un film que j'adore, qui est Ex Machina d'Alex Garland, où vraiment, en fait, donc c'est Eve, ou Ava, non, c'est Ava. C'est Ava qui est aux prises entre deux hommes, donc qui symbolise le système patriarcal, avec Nathan qui est ce PDG là, qui l'a créé et qui est un vrai macho sexiste. Et puis Caleb qui, lui, a été embauché par son patron pour lui faire passer un espèce de test de Turing, justement, et qui, lui, se présente comme le sauveur. Voilà, celui qui va sauver la femme. Et du coup, Ava se sauve, elle s'émancipe et elle se sauve seule. Voilà. Merci pour le spoiler, mais c'est un super film. C'est un génial film, est absolument magnifique. Ouais, c'est génial. Vous vous souvenez comment s'appelle l'héroïne quand même dans Westworld? Elle s'appelle Dolores. Donc Dolores, ça veut dire que de la douleur naît la conscience? Oh oui, c'est beau. Ah oui. Je te l'offre. Je te l'offre, David. Tout à fait. Non, mais c'est clair. C'est très beau. Non, mais c'est clair. Je pense que c'est une bonne définition de la conscience. C'est la douleur, la prise de conscience de soi. C'est la douleur. C'est le fait qu'on est mortel. C'est le fait qu'on va mourir. On va perdre nos proches. Et ça nous fait mal. Et on commence à enterrer nos morts. Et à partir du moment donné où on commence à enterrer nos morts, on prend conscience de soi en se disant, merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Et je pense que oui, c'est là que va commencer la conscience. On vous aura pas fait parler d'amour très longtemps. Hein. Oui, parce que speaking of which, quand on parle de perte, quand on parle de mort,
un des grands fantasmes et une des grandes peurs liées aux intelligences artificielles, c'est évidemment, on en parlait tout à l'heure David avec toi, la perte de son emploi, de son métier, le fait de se voir remplacé finalement par ces machines à terme. Ce qui est quand même assez paradoxal, puisqu'on a un scénariste qui a mis au point une intelligence artificielle et une plateforme de création qui s'appelle Génario. Évidemment, c'est toi David. Je vais tout de suite poser la question tarte à la crème par excellence. Ça ne veut pas dire que les IA vont remplacer les scénaristes et la créativité de ces professions à terme. Non, pas du tout. En fait, les IA, moi j'ai vu le jeu de Go. Les jeux de Go, c'est pas comme les échecs. Il y a une excellente série d'Arte en ce moment, d'ailleurs sur Kasparov face à la machine. Il y a le jeu de Go. Quand les IA ont gagné contre le meilleur joueur de Go, les IA sont créatives. Et j'ai compris qu'elles étaient créatives. C'est plus logique. C'est plus que mathématique, ça devient quelque chose de l'invention de coups. Et c'est là que je me suis lancé dans Génario, parce que j'ai compris qu'elles allaient être beaucoup plus créatrices que nous. Elles le sont. Elles vont permettre à beaucoup de créateurs de faire des films et peut-être de remplacer les producteurs et les distributeurs. Donc ce sont les métiers plutôt, enfin, sur la chaîne de valeur des industries créatives, ce sont plutôt les métiers liés à la technique de production, de post-production, de tournage, qui ont du souci à se faire que les créateurs et créatrices eux-mêmes. Les créateurs vont exploser, il va y avoir de plus en plus de créateurs. Quand on serait capable de faire un film devant son ordinateur, comme les musiciens étaient capables de faire des symphonies, violon, piano et musique électronique il y a 20 ans devant leur ordinateur, ça a amené une explosion de la créativité, et c'est ce qu'on va voir dans le cinéma. Alors, il y en a qui ont du souci à se faire. Mais c'est pas les créateurs. Tu as été notamment scénariste de Braco, si je ne m'abuse. Braco dans Génario, ça donnerait quoi ? Braco dans Génario. Alors, comme malheureusement, on a des ingénieurs politiquement corrects encore, on a des IA trop politiquement corrects, ça ressemblerait plus à Navarro qu'à Braco, malheureusement. Je sentais la vacherie arriver. Donc malheureusement, les IA sont pas encore au point au niveau du mal et au niveau de la capacité d'être politiquement incorrect, qui est quand même l'essence même de la littérature. C'est le mal, de Shakespeare à Homère en passant par Elroy. Voilà. Donc il nous faut encore il faut un peu enlever de politiquement correct pour qu'on puisse faire de la création. Mais Aline, si tout le monde devient producteur, ça va te faire beaucoup d'émissions et de films à chroniquer dans ton podcast. Oui. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je trouve qu'une application comme Midjourney, par exemple, je pense que ça peut être mauvais pour les illustrateurs, par exemple. Et sur ChatGPT, il y a une anecdote d'Alain Damasio, désolé, mais qui a demandé à ChatGPT, il lui a dit, imagine que tu es Alain Damasio et que tu veuilles écrire un roman sur l'eau. Et il a dit qu'il était en fait assez impressionné par le résultat, que vraiment c'était un scénario tout à fait pertinent, acceptable. Et là, il s'est dit voilà en fait tout ce que je ne dois pas faire. Alors, mais ça c'est intéressant. Le scénariste de Audiard d'Emilia Pérez, Thomas Bidguin, qui est avec nous à Génario, il se sert de l'IA comme sparring partner pour ne pas faire ce qu'elle propose. Ça veut dire que sur le scénario, sur l'écriture, sur la création, tu nous encourages à utiliser les outils d'IA comme des sparring partners. Mais exactement, et en fait ça devient essentiel. Les outils créatifs avec les IA, que ce soit en IA, en texte, langage, bientôt vidéo et musique, elles sont des assistants, des collègues de travail qui vont nous aider à apprendre des règles. Je vois beaucoup des gens dans les cités. Je pars en Afrique la semaine prochaine. En Afrique, ils ont pas ces problèmes qu'on a nous. C'est que pour les Africains, ils ont du mal. Là, je vois dans une cité en Seine-Saint-Denis, les mecs parlent pas français, ils ont pas le bac. Ils ont du mal avec la grammaire et l'orthographe, ce qui est un frein terrible pour passer dans le monde du cinéma ou de la littérature. Avec l'IA, ils arrivent à structurer leurs phrases, structurer leurs textes, ne pas faire la FEMIS et CEA, qui est quand même un milieu privilégié. Eux, ils arrivent à le faire aussi, à apprendre, et on va avoir une explosion de créativité des gens du tiers-monde ou des gens qui n'existent pas Ceux qui ont peur, c'est comme les universitaires avec Wikipédia au début des années 2000. C'est les sachants qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont peur d'être remplacés. C'est quand vous avez le pouvoir. Quand vous n'avez pas le pouvoir, vous êtes content d'utiliser l'IA pour pouvoir remplacer, mais c'est pas les IA qui vont remplacer les humains. C'est d'autres humains qui remplaceront d'autres humains. Si je résume, Skynet, c'est pas pour demain. Mais ça a déjà été fait par Hitler et Staline, donc pas besoin d'avoir des IA. Et surtout, ça veut dire que c'est finalement l'IA qui va pousser l'humanité en nous. Ah, encore bravo. Non, mais elle vous offre cette conclusion. Dolores. Merci, c'est mon second prénom, évidemment. Dolores. Aline, un dernier mot avec toi. Est-ce que finalement, tu penses que l'avenir de la création même en science-fiction passera par les outils d'IA générative ? C'est-à-dire la création.
Alors moi, ma crainte, c'est que un jour les IA écrivent l'intégralité des romans et qu'il y ait deux marchés en fait qui coexistent, c'est-à-dire le marché des IA et le marché humain. Après, ça sera une question d'éthique aussi. On se demandera, en fait, faire ses courses bio. Il y a des humains qui préféreront acheter des livres estampillés humains. Et voilà. Après l'IA, effectivement, c'est avant tout, pour moi, c'est l'homme et ça dépend de ce qu'on en fait. Voilà. Merci, c'est déjà la fin de notre enregistrement. On était en direct du Paris Podcast Festival. Et pour vous le prouver, on va demander au public d'applaudir nos invités. Aline, David, évidemment, toi, Laurent. Merci beaucoup Marjorie. Un grand merci à notre équipe de production, Magellan, Yannis, Cécilia qui sont dans la salle. Et puis je voulais, David, tu as cité Ada Lovelace et ça me permet de citer dans cette conclusion un podcast que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup écouté pour préparer notre émission. C'est le podcast IA Café, qui est un podcast d'une équipe québécoise d'universitaires qui se reconnaîtront, qui sont géniaux et qui ont fait un épisode sur un sujet similaire il y a quelques années et que j'ai beaucoup réécouté et qui est vraiment passionnant. Et donc j'invite tous nos auditeurs de Changement d'époque en cours à se connecter à IA Café parce que c'est une super émission. Merci à tous. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures avec Marjorie. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.